Oui. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Alors, c'était très bien dit, Ben. Nous devrions examiner un autre effet concret de la guerre économique des États-Unis sous Donald Trump, sous la forme des tarifs douaniers, comme nous l'avons évoqué, en lien avec le conflit en Ukraine. Des tarifs importants ont été imposés à l'Inde, menacée à 50%, bien sûr, c'est pas tous les produits indiens, mais une partie d'entre eux, et c'est significatif dans le sens où cela a poussé l'Inde à renouer ses liens avec la Chine après cette rupture, et non seulement l'Inde a repris les vols directs avec la Chine, mais aussi après l'annonce de ces tarifs, Modi va se rendre au sommet SCO à Shenzhen, en Chine, ce qui conduira probablement à une rencontre entre Xi Jinping et Modi. Ce serait la première fois que Modi se rend en Chine et qu'un premier ministre indien se rend en Chine depuis 7 ans. Et tout le monde n'est pas si enthousiaste à propos de ces tarifs. Je vais vous montrer John Bolton, un néocon notoire. Voilà ce qu'il a dit au sujet des tarifs de Trump sur l'Inde et comment il pousse essentiellement l'Inde vers la Chine et la Russie, même si cela est censé viser à pousser l'Inde à arrêter d'acheter du pétrole russe. Cela montre exactement ce que je pense être le pire scénario pour les États-Unis. L'Inde a réagi très négativement, comme on pouvait s'y attendre, à ces tarifs liés aux achats de pétrole russe, en partie parce qu'elle voit que la Chine n'a pas été taxée. Et Trump semble, selon beaucoup d'experts sur la Chine, traiter la Chine plus légèrement qu'il n'a traité l'Inde, mettant ainsi en péril des décennies d'efforts américains pour éloigner l'Inde de la Russie, pour éloigner l'Inde de la Chine, afin qu'elle nous rejoigne dans la tentative de contrer les efforts chinois visant à obtenir l'hégémonie le long de son long périmètre indo-pacifique. Et l'ironie ici, c'est que, tandis que les tarifs secondaires contre l'Inde sont destinés à nuire à Russie, ils pourraient en réalité pousser l'Inde plus près de la Russie et, ironiquement, plus près de la Chine, peut être pour négocier ensemble. Cela se produit réellement. Et il n'est pas le seul néocon craintif de la situation. Il y a Max Boot, bien sûr, un champion de la guerre en Irak, divisé pour mieux régner. Trump fait le contraire. Ces politiques poussent des alliés potentiels des États-Unis dans les bras de la Russie et de la Chine. Parle-nous de la façon dont la Chine est devenue un immense bénéficiaire de cette situation, dans le sens où l'Inde cherche sérieusement à étendre et diversifier ses liens de manière presque choquante avec la Chine, ce qui n'était absolument pas prévu. Oui. À bien des égards. Encore une fois, je parle de la contradiction de Trump. Il dit vouloir faire quelque chose, et ses politiques provoquent exactement l'effet inverse. Il dit vouloir sauver l'hégémonie du dollar américain. Il accélère en réalité sa dilution. Il dit vouloir réduire le déficit du compte courant des États-Unis, c'est-à-dire le déficit commercial avec le reste du monde. En réalité, il va probablement l'augmenter dans bien des aspects. Et en ce qui concerne la Chine, Trump a été obsédé par l'idée d'affaiblir et d'isoler la Chine. Il renforce en réalité la Chine. Ses politiques se retournent contre lui. D'ailleurs, en Chine, il y a un terme souvent utilisé pour Trump, une critique un peu moqueuse. Il l'appelle Trump constructeur de la nation. Dans la tradition chinoise, le nom de famille vient d'abord, suivi du prénom. Cela signifie constructeur de la nation. C'est leur nom chinois pour lui. Mais il ne construit pas les États-Unis, il renforce la Chine. Il contribue à bâtir la nation chinoise. Et voici un autre exemple. Ce criminel de guerre, John Bolton, qui devrait être en prison, l'un des architectes de la guerre en Irak, appelle depuis des décennies à bombarder l'Iran et tous les pays. C'est un véritable faucon de guerre. Il se vantait que, durant le premier mandat de Trump, supposé combattre le Deep State, Trump s'entourait de néoconservateurs bellicistes, dont John Bolton, qui était son conseiller à la sécurité nationale. Bolton se vantait d'avoir soutenu une tentative de coup d'État au Venezuela. Trump voulait envahir le Venezuela. Et maintenant, Marco Rubio, autre néocon notoire, est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale sous Trump, dans son second mandat, ce qui fait de Rubio la deuxième personne dans l'histoire des États-Unis à occuper ces deux postes après un autre criminel de guerre notoire, Henry Kissinger.
Donc Bolton, Kissinger, Rubio, ils sont tous du même calibre. Revenons à Bolton. Ironiquement, je ne suis d'accord avec lui que dans 1% des cas, mais ici, il a raison. Sauf que c'est une bonne chose que les États-Unis fassent cela, car cela renforce le monde multipolaire. Trump, encore une fois, est tellement stupide que ce qu'il fait en essayant d'isoler tous ces pays est de menacer l'Inde. L'une des choses qui l'irrite est que l'Inde a un excédent commercial croissant avec les États-Unis. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ces tarifs contre l'Inde concernent vraiment la Russie. Ce n'est pas à propos de l'achat de pétrole russe par l'Inde. Car comme nous l'avons dit, la Chine achète énormément de pétrole russe et Trump n'a pas imposé de tarifs spécifiques à la Chine à ce sujet parce qu'il négocie maintenant avec la Chine pour un accord commercial. Trump utilise donc cela comme prétexte pour imposer de lourds tarifs à l'Inde afin de la pousser à la table des négociations pour forcer un traité inégal comme il l'a fait avec l'UE. Ce que Trump ne comprend pas, parce qu'il ne connaît rien à la politique internationale, c'est que l'UE est totalement subordonnée aux États-Unis. Ce sont des vassaux. Aujourd'hui, cela est dit ouvertement par des think tanks européens comme le European Council on Relations qui se plaignent de la vassalité de l'Europe vis-à-vis des États-Unis. L'Inde n'est pas un vassal des États-Unis. J'ai beaucoup de critiques sur la politique étrangère et le gouvernement indien, mais c'est absolument pas un vassal. L'Inde est un pays très indépendant et le gouvernement indien a toujours maintenu une politique étrangère non alignée. L'Inde était l'un des cofondateurs du mouvement des non-alignés. À l'époque où le mouvement a été cofondé, c'était sous Nehru, qui était un leader anticolonial de gauche. Aujourd'hui, Modi est un nationaliste hindou de droite et il s'est beaucoup éloigné de la politique étrangère historique de l'Inde. Si l'on remonte à la première guerre froide, l'Inde était toujours fière d'être le leader du mouvement du tiers-monde, maintenant ce que l'on appellerait le Sud global. L'Inde, sous le parti du Congrès national indien, s'affiliait davantage au Sud global. Sous Modi, ironiquement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y a maintenant une décennie, il était le leader indien le plus pro-occidental de l'histoire, et en particulier le plus pro-US. Mais encore une fois, Trump le force à revenir à cette politique étrangère plus non alignée, et Trump défait des décennies de politique américaine visant à séduire l'Inde pour isoler la Chine, remontant même avant Obama jusqu'à George W. Bush, mais surtout sous Obama. Obama avait cette offensive de charme. Il disait qu'il était le meilleur ami de Modi. Il adorait Modi. Tu sais, malgré le fait que Modi soit un nationaliste hindou d'extrême droite avec des politiques très islamophobes. Tu vois, c'est typique des démocrates. Ils prétendent soutenir, tu sais, l'antiracisme, s'opposer à l'islamophobie, défendre les droits civiques, et ainsi de suite. Et puis ils sont totalement disposés à travailler avec ces leaders d'extrême droite lorsque cela sert leurs intérêts politiques. Donc c'est pas quelque chose d'unique à Trump. On parle souvent du bromance Trump-Modi. Eh bien maintenant, on voit que Trump va à l'encontre de Modi parce qu'il essaie d'utiliser ses tarifs sur l'Inde pour la forcer à signer un accord commercial injuste qui bénéficierait aux États-Unis au détriment de l'Inde. Je ne pense pas que cela se produira vraiment, car tout d'abord, le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas si important. Le commerce de l'Inde avec la Russie et même avec la Chine est plus important que son commerce avec les États-Unis. De plus, la politique étrangère de l'Inde, lorsqu'on revient au mouvement des non-alignés pendant la Première Guerre froide, l'Inde s'était rapprochée de l'Union soviétique. Même si elle faisait partie du mouvement des non-alignés, tout le monde savait que l'Inde était une amie très proche de l'Union soviétique. Et bien sûr, lors de la scission sino-soviétique. Encore une fois, tu sais, l'histoire avance de manière étrange parce que j'ai parlé plutôt de Nixon. C'était ce Nixon conservateur d'extrême droite et anticommuniste qui est allé en Chine. Il a rencontré Mao Zedong et a normalisé les relations avec la Chine. L'histoire fonctionne de manière étrange. Et bien sûr, après la scission sino-soviétique dans les années 1960, la Chine était très anti-soviétique
et s'est rapproché de l'Occident pour contrebalancer l'Union soviétique, tandis que l'Inde était très proche de l'Union soviétique. L'Inde entretenait de très mauvaises relations avec la Chine. Et en fait, dans les années 1960, l'Inde et la Chine ont eu des conflits frontaliers, et ils ont eu des conflits frontaliers de faible intensité depuis. Il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. L'Inde était donc fermement dans le camp pro-soviétique pendant la Première Guerre froide, malgré son leadership dans le mouvement des non-alignés. Et après la fin de la Première Guerre froide, nous avons vu que l'Inde était un État à parti unique pendant la majeure partie de son histoire moderne, de l'indépendance en 1947 jusqu'en 2014, avec l'arrivée de Modi. Le Congrès national indien dans les années 1990, avec la chute de l'Union soviétique, voyait clairement que la Russie rejoignait un peu le camp américain et que l'écriture était sur le mur. Et l'Inde a amélioré ses relations avec les États-Unis de manière significative, prenant un virage plus néolibéral. Mais maintenant, nous voyons que la Russie est à nouveau une grande puissance. La Chine est certainement une grande puissance. En 2009, suite à la crise financière américaine, il était clair que les États-Unis étaient en déclin. L'Inde a donc rejoint les BRICS en 2009 lors de leur cofondation. Et nous en sommes là aujourd'hui, et la situation mondiale est complètement différente. Trump vit à une époque où il surestime le pouvoir de l'Empire américain. Il pense que les États-Unis peuvent forcer tous ces pays à faire ce qu'ils veulent avec des tarifs, des sanctions et autres. Mais il fait face à la réalité, et Modi aussi. Modi avait été un leader relativement pro-US, mais il reconnaît aussi que la Russie est l'un des partenaires les plus importants de l'Inde. La Russie vend à l'Inde beaucoup de pétrole vraiment bon marché. Il reconnaît que la Chine est une économie montante majeure, la plus grande du monde lorsqu'on la mesure au PIB en parité de pouvoir d'achat. Ils sont voisins, ils doivent s'entendre, ils vont commercer de plus en plus. L'Inde veut des investissements chinois. Tous ces facteurs poussent l'Inde vers une position plus non alignée. Je ne m'attends pas à ce que l'Inde et la Chine deviennent de bons amis. Mais cela montre que l'hégémonie des États-Unis est beaucoup plus faible aujourd'hui que ne le pense Trump et beaucoup de gens à Washington, y compris les démocrates. Oui. Eh bien, comme tu as sûrement remarqué, Ben, lorsque tout cela a été imposé à l'Inde, visa et justification, c'était que les États-Unis voulaient éloigner l'Inde de la Russie et la punir pour son commerce et son pétrole avec la Russie. Tu as sûrement vu l'énorme réaction négative que Trump a reçue de la part des archi-néoconservateurs à ce sujet, parce que cela arrivait en même temps que Donald Trump reportait son offensive tarifaire contre la Chine de 90 jours supplémentaires. Il y aura donc encore 90 jours pendant lesquels des négociations auront probablement lieu, mais pas de tarifs supplémentaires sur la Chine pour cette période. Et maintenant, je veux passer. Quand nous passons John Bolton, Ben c'était Caitlin, Collins, qui est un faucon en matière d'hégémonie américaine, et ici elle interroge qui est-ce, Monsieur Navarro? Quel est son prénom? Peter Navarro, je crois, qui siège au cabinet de Trump, propos de ces tarifs. Et il a dit quelque chose de vraiment intéressant. J'espère que les gens peuvent l'entendre. La Chine achète plus de pétrole russe que l'Inde et elle n'a pas été ciblée pour cela. Alors, pourquoi l'Inde voit ses tarifs doubler? Comme le dit le patron, voyons ce qui se passe. Gardez à l'esprit que nous avons des tarifs douaniers de plus de 50% sur la Chine, n'est-ce pas? Mais ils pourraient être plus élevés, mais ils n'ont pas été punis pour l'achat de pétrole russe. L'Inde est visée, nous avons plus de 50% de tarifs, mais pas la Chine. Donc nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous faisons réellement du mal. Je veux juste m'arrêter là, parce qu'il dit à elle, nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous faisons du mal, et nous avons entendu la même chose de J.D. Vance sur Fox News. Il a dit la même chose, il a dit, eh bien, si vous montez trop les tarifs contre la Chine, ça commence à nous nuire. Alors Ben réagit à cela, car il y a eu beaucoup de pression sur l'administration Trump pour augmenter réellement les tarifs contre la Chine
au même niveau que l'Inde, si ce n'est plus, pour cette raison même. Et l'administration Trump a dit clairement, si nous faisons cela, cela nous fera encore plus de mal. Qu'en penses-tu? Oui, très bien. Donc, quelques points à répondre ici. Tout d'abord, je suis content que tu aies parlé de la manière dont CNN pousse Trump à être encore plus belliciste et agressif. Ils disent, d'accord, tu punis l'Inde, mais pourquoi ne punis-tu pas aussi la Chine? Tu devrais punir et attaquer tout le monde. Cela montre juste à quel point c'est pitoyable. C'est la situation politique aux États-Unis. Évidemment, nous passons 1 heure ici à critiquer Trump, et je pense que Trump est un leader absolument horrible. Mais aussi, la soi-disant opposition démocratique est tout aussi mauvaise. C'est tellement pitoyable, la situation politique aux États-Unis, où tout le monde est d'accord pour que les États-Unis soient cet empire mondial attaquant tout le monde. Attaquant la Chine, attaquant l'Inde, attaquant la Russie. C'est incroyable. Mais pour revenir à ton point principal sur le commerce, quelques éléments. Tout d'abord, le commerce des États-Unis avec la Chine est beaucoup plus important que le commerce avec l'Inde. Regardez ce que les États-Unis importent de l'Inde. Regardez ce qu'ils importent de la Chine. C'est pas du tout le même niveau d'importance. Les importations américaines depuis la Chine comprennent, oui, les gens parlent de biens en plastique bon marché, de jouets et de vêtements. Je veux dire, ils pensent à la Chine d'il y a 40 ans. Les principales exportations chinoises vers les États-Unis comprennent maintenant des téléphones portables, des ordinateurs, des semi-conducteurs, ironiquement, des puces. Car oui, Taïwan, qui est une province de Chine selon le droit international, fabrique les puces les plus avancées et haut de gamme conçues par Nvidia, mais elles sont fabriquées par TSMC à Taïwan. Pourtant, la grande majorité des soi-disant puces legacy, les semi-conducteurs utilisés dans la plupart des technologies courantes, sont fabriqués en Chine continentale par SMIC et d'autres entreprises chinoises. Donc, les États-Unis dépendent fortement. Aussi, les batteries, présentes dans toutes les technologies modernes. Nous avons besoin de batteries. Les États-Unis dépendent donc de nombreuses importations critiques en provenance de Chine. Autre exemple, les minerais stratégiques. Et la Chine a agi de manière très stratégique. Trump menaçait des tarifs de 145% sur la Chine. La Chine a donc dit, très bien, nous répondrons en restreignant l'exportation de minerais stratégiques, en particulier les terres rares, car la Chine représente la grande majorité de la chaîne mondiale de traitement des terres rares. Et les terres rares sont aussi nécessaires pour de nombreuses technologies avancées et surtout pour l'équipement militaire. Donc la Chine est simplement beaucoup plus importante. Son rôle dans l'économie mondiale, dans la chaîne d'approvisionnement globale. La Chine est la chaîne d'approvisionnement mondiale, dans la chaîne de valeur globale, les types de technologies et biens qu'elle produit, comparé à l'Inde. Quand Modi est arrivé, il y a 11 ans environ, il avait cette idée de faire de l'Inde une puissance manufacturière. Il a dit qu'il allait augmenter massivement la part du PIB liée à l'industrie manufacturière en Inde et que l'Inde allait essayer de suivre la Chine pour devenir ce hub manufacturier mondial. C'est un échec complet. En fait, la part du PIB industriel en Inde a diminué sous Modi. Elle n'est pas devenue un hub manufacturier mondial. Beaucoup de productions manufacturières, surtout de bas niveau, ont quitté la Chine. Et où vont-elles? Pas en Inde. Une grande partie va en Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie. Donc la réalité est que les États-Unis peuvent se permettre de faire ce genre d'intimidation envers l'Inde. Ils ne peuvent pas faire cela avec la Chine, car la Chine a clairement montré qu'elle avait des cartes à jouer, comme les restrictions sur les terres rares. Qu'est-ce que l'Inde pourrait restreindre? Quel type d'exportation l'Inde pourrait-elle limiter vers les États-Unis, que les États-Unis ne pourraient pas obtenir d'autres pays? Cela montre donc que les États-Unis ont beaucoup plus de leviers sur l'Inde que sur la Chine. Cependant, un gros astérisque. J'ai déjà mentionné que le commerce des États-Unis avec l'Inde n'est pas aussi important pour les États-Unis que le commerce avec la Chine. Mais cela va dans les deux sens.
Le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas aussi crucial pour l'Inde que le commerce de la Chine avec les États-Unis l'est pour la Chine. Même avec la Chine, cela change en raison de la relation étroite qu'elle avait avec les États-Unis depuis, encore une fois, l'histoire de la scission sino-soviétique. Dans les années 1970 jusqu'aux années 2000, la Chine et les États-Unis étaient très proches. Et à partir des années 2010, la Chine a commencé à diversifier. Elle a créé la Belt and Road, surtout sous la direction du président Xi Jinping. La Chine s'est orientée un peu plus vers une politique multipolaire, essayant de diversifier sa politique étrangère et son commerce en commerçant avec d'autres pays. L'Inde a toujours été ainsi. Elle n'a jamais été un allié proche des États-Unis. Pendant la Première Guerre froide, elle était beaucoup plus pro-soviétique. Et même dans les années 1990 et 2000, avec le tournant néolibéral en Inde et la direction légèrement pro-US, elle n'a jamais eu autant de commerce avec les États-Unis que la Chine. Encore une fois, Trump, c'est un point que je répète car il est crucial de comprendre. Trump pense que les États-Unis ont tellement de leviers et de puissance, mais ce que nous voyons, c'est que plus il attaque ces pays, plus nous voyons les limites du pouvoir américain. Et cela devient de plus en plus clair, Ben, que malgré tout cela, et beaucoup de gens considèrent l'administration Trump, Donald Trump lui-même, comme peu intelligencé, sûrement un facteur, mais ce n'est pas le seul facteur. Oui. Voilà pourquoi je veux en venir, car il y a ce facteur, mais c'est fascinant, parce qu'ils savent, comme nous l'avons vu, avec Peter Navarro et d'autres membres de l'administration Trump, que les tarifs ont un impact négatif lorsqu'ils vont trop loin, par exemple avec la Chine. Mais avec ça, Ben, en poussant l'Inde contre la Chine, il ne cligne même pas des yeux quant au fait de reculer. Voici juste un petit extrait de ce que Scott Bessey a dit sur l'importance de maintenir les tarifs sur l'Inde. Prêt à négocier, et nous avons mis des tarifs secondaires sur les Indiens pour avoir acheté du pétrole russe. Et je peux imaginer que si les choses ne vont pas bien, alors les sanctions ou les tarifs secondaires pourraient augmenter. Et la Chine dans tout ça ? Il fait référence aux discussions entre Poutine et Trump. Là, littéralement, Scott Bessey, secrétaire au Trésor, dit que ces tarifs dépendent d'une rencontre, un soi-disant acte de diplomatie qui n'a rien à voir avec l'Inde, à part le fait qu'ils disent punir l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe. Alors, quelle est votre réaction à cela? Parce que c'est stupéfiant qu'ils ne clignent même pas des yeux face aux conséquences possibles de tout cela. Oui, j'ai les chiffres ici, parce que quand on y réfléchit, ça commence à avoir un peu plus de sens. D'accord. Le commerce biens et services des États-Unis avec l'Inde en 2023 était de 212 milliards de dollars. Pardon, c'était en 2024. Donc, le commerce États-Unis-Inde, commerce des États-Unis avec l'Inde en 2024, 212 milliards de dollars. La même année, le commerce des États-Unis avec la Chine, 658 milliards, 3 fois plus. Maintenant, l'Inde a 1,4 milliard d'habitants. La Chine a 1,4 milliard d'habitants. Ils ont donc à peu près la même taille. Les États-Unis commercent 3 fois plus avec la Chine. Et j'ai déjà parlé de l'importance de ce que les États-Unis importent de Chine, pas tout, mais beaucoup, par rapport à ce qu'ils importent de l'Inde. Et les États-Unis ne peuvent pas trouver beaucoup d'alternatives à ce qu'ils importent de Chine, alors qu'ils peuvent en trouver pour ce qu'ils importent de l'Inde. Cela explique donc les principales différences. Encore une fois, la stratégie, ce clip que tu viens de montrer, de Scott Bessey, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs qui dirige maintenant le Trésor américain sous Trump, montre clairement que ce qu'ils font avec ces tarifs sur l'Inde, c'est les utiliser comme levier. Ils vont essayer de forcer l'Inde à signer une sorte d'accord avec les États-Unis. Je pense que ça va sûrement arriver. L'Inde essaiera sûrement de signer un accord avec les États-Unis.
Ils ne veulent pas de tarifs de 50%. C'est vraiment élevé. Bien sûr, aucun pays ne veut de ces tarifs massifs parce que vous savez, même la Chine, observez, le gouvernement américain a clairement déclaré qu'il mène une nouvelle guerre froide contre la Chine. Mais la Chine sait que les gens, croyez-moi, je sais, les responsables de la politique étrangère à Pékin, les diplomates, analystes, professeurs, ils sont très intelligents. Leur niveau et celui de ces analystes et experts à Pékin est bien supérieur à celui des soi-disant experts à Washington. Nous parlions de l'élément de stupidité. Je ne suis pas d'accord avec certains démocrates qui disent « tout ce que fait Trump, c'est parce qu'il est stupide. Il ne sait rien ». Évidemment, c'est une simplification extrême. Mais il y a un élément d'ignorance extrême et de stupidité et aussi d'arrogance, qui est le revers de l'ignorance. Parce que quand on ne sait rien du monde, il est facile d'être très arrogant sur son pouvoir. Et c'est vrai pour beaucoup de politiciens américains, surtout les républicains et ce genre de nationalistes de droite qui agitent le drapeau et se font mousser. Regardez Pete Hegseth. Ce type, il n'est pas brillant. Je parle toujours de son livre complètement fou, publié en 2020, American Crusade, où il disait que les États-Unis menaient une guerre sainte contre la Chine. Il l'a dit dans son livre. Il est maintenant secrétaire à la Défense. Donc, évidemment, les gens en Chine savent ce qui se passe à Washington, mais ils veulent aussi continuer à commercer avec les États-Unis, car de leur point de vue et celui de beaucoup de pays, le commerce n'est pas politique. Je pense que le commerce est politique, mais je comprends aussi leur point de vue. Ils voient comment les États-Unis utilisent le commerce comme arme. Et l'Inde a une vision similaire. Ils se disent « nous voulons juste commercer ». Nous ne voyons pas le commerce comme un outil politique. Trump, lui, dit que le commerce est un outil politique. L'accès au marché américain est un privilège, selon Trump. Fondamentalement, la façon dont je vois cela, ça n'a pas commencé avec Trump. Il y avait une carte très intéressante publiée par Bloomberg, basée sur des sources internes, sous l'administration Biden, avant que Trump n'entame son second mandat. L'administration Biden avait cette politique, à laquelle Bloomberg a eu accès, où il divisait le monde en 3 parties selon l'accès aux puces avancées, aux semi-conducteurs avancés. Et fondamentalement, si vous étiez un allié proche des États-Unis ou un vassal, comme l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, ces alliés proches, alors les États-Unis vous autorisaient à acheter les puces les plus avancées, les semi-conducteurs les plus avancés. Puis si vous étiez un pays qui avait sûrement de bonnes relations avec les États-Unis, mais pas entièrement fiable, comme l'Inde, comme l'Arabie saoudite, alors vous étiez dans une zone intermédiaire. Et enfin, si vous étiez une cible des sanctions américaines et tout le reste, vous étiez dans les mauvais pays, comme Biden et les démocrates appellent ces soi-disant autocraties, ce qui signifie essentiellement des pays qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez avoir des élections démocratiques, mais s'ils ne vous aiment pas, alors vous êtes une soi-disant autocratie. C'était la façon dont l'administration Biden appliquait les restrictions sur les semi-conducteurs, sur les puces. Les États-Unis essayaient d'empêcher la Chine d'importer les puces les plus avancées pour étouffer l'industrie chinoise de l'IA, car ils pensaient que si la Chine n'avait pas les puces les plus avancées, son industrie IA serait toujours quelques années derrière les États-Unis et que les grandes entreprises technologiques américaines auraient le monopole de l'IA, ce qui donnerait un avantage compétitif aux États-Unis. Bien sûr, nous savons maintenant que cela a échoué. La Chine a DeepSeek et d'autres entreprises technologiques qui ont déjà développé des modèles tout aussi performants que ces modèles américains. Et ils sont open source, gratuits et open source. Donc cette stratégie n'a évidemment pas fonctionné. Mais le point que je veux souligner, c'est que l'administration Biden a en quelque sorte découpé le monde. Ils avaient cette carte publiée par Bloomberg, selon qui étaient les bons pays, les pays moyens et les mauvais pays, selon l'Empire américain. Et ce sont eux qui bénéficieraient d'un accès préférentiel au commerce des technologies les plus avancées. Trump a porté cette logique à un niveau supérieur. Et il ne s'agit pas seulement des semi-conducteurs, il s'agit du commerce tout court.
Si vous êtes un pays qui est un vassal obéissant comme ceux d'Europe, alors Trump vous permettra de commercer avec les États-Unis avec ces tarifs. Mais si vous ne respectez pas les directives américaines et si vous adoptez des politiques que les États-Unis n'approuvent pas, il va vous imposer des tarifs très élevés et vous obliger à venir à la table des négociations. Et si vous ne voulez pas conclure un accord, comme l'a fait l'Union européenne, où l'UE a accepté 15% de tarifs américains sur ses produits et 0% de tarifs européens sur les produits américains, ce qui donne aux entreprises américaines un avantage massif sur les entreprises européennes, la plupart des pays respectables ne feront pas cela. C'est un traité inégal. Donc Trump dit en gros, très bien, si vous n'êtes pas nos vassaux, vous n'aurez pas accès au marché américain. Voilà pourquoi ce que j'essaie de montrer ici, c'est que ces politiques que Trump met en place sont extrêmes. Elles sont agressives, mais elles ne sortent pas de nulle part. Elles suivent en fait la même logique que celle des démocrates, mais à un niveau d'agression totalement nouveau. Oui, bien. Maintenant, Ben, si nous voulons aborder l'aspect cinétique de tout cela, parce que la guerre économique est tellement intéressante, Ben, vous savez, alors que cette guerre économique se déroule, nous savons que le dollar américain est en bonne santé. Cela a été rapporté plus tôt cet été. Le dollar a connu son pire départ. Nous savons que le rapport sur l'emploi aux États-Unis est vraiment mauvais, car Donald Trump a licencié le responsable du Bureau du travail juste pour avoir publié ce rapport. L'inflation est très élevée. Cependant, la perception, non seulement aux États-Unis, mais dans tout l'Occident, est que la guerre avec la Chine reste sûrement très probable. Et ici, The Economist, si vous recherchez n'importe où dans les médias traditionnels, faites de simples recherches Google, presque chaque semaine, les médias mainstream font des simulations de guerre ou rapportent de nouvelles manœuvres que les États-Unis mettent en œuvre en vue d'une guerre avec la Chine. Et ici, il parle du nouveau plan américain, ce média britannique néoconservateur. Il évoque une île, Tinian, ce petit point qu'ils appellent ainsi par respect pour les habitants, et il explique à quel point cette île sera importante pour ouvrir des parties du Pacifico, installations militaires américaines. Je veux vous montrer les calculs que The Economist a réalisés via le Hudson Institute, ce dont vous pouvez sûrement parler, Ben. C'est un think tank néoconservateur pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. C'est un think tank néoconservateur. Sajay et Jeti, pour ceux qui le connaissent, en viennent. Son modèle, donc le modèle qu'il a utilisé pour ces simulations, indiquait que la Chine dispose de 2000 bombes ou missiles pouvant être lancés chaque jour dans une guerre contre les États-Unis ou Okinawa. Elle pourrait atteindre la deuxième chaîne d'îles, Guam, avec ces missiles. Voilà pourquoi il est si important d'aller encore plus loin vers une île, comme Tinian, afin de construire de nouvelles pistes pour lancer des avions américains et d'autres types d'armes.